Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de vous être connectés. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux pour cette conférence de presse à la fois en visio et en physique, crise sanitaire oblige. Une conférence de presse organisée par l'ADAPT, l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, qui est présidée par Éric Blanchet, qui est juste à mes côtés. Éric, bonjour. Bonjour à tous. Et qui va nous donner l'occasion de présenter une première, un grand sondage miroir réalisé par l'IFOP. IFOP représenté ici par François Legrand, qui est chef de groupe chez IFOP du département opinion et stratégie d'entreprise. François, bonjour. Bonjour Olivier. Voilà. Je me présente, je m'appelle Olivier Provost, je suis directeur associé de l'agence Rumeur Publique et ancien rédacteur en chef de La Tribune, et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette conférence de presse. Conférence de presse dont le thème, vous le connaissez déjà, est assez vaste, et vous allez voir qu'il est totalement justifié. Santé, travail, logement, services publics, argent. Quelle place dans la France de 2022 pour les personnes en situation de handicap? Et vous n'aura pas échappé que cette France en 2022 va être bientôt confrontée à des échéances électorales majeures. Voilà comment va se dérouler notre conférence. D'abord, Éric Blanchet va nous présenter l'ADAPT en quelques mots. Il nous expliquera aussi pourquoi l'ADAPT a tenu à organiser ce grand sondage miroir avec l'IFOP. Puis François nous présentera les résultats détaillés. Ensuite, nous en tirerons les grands enseignements avec Éric. Et puis ensuite, un petit appel que Éric Blanchet fera, notamment dans ce contexte politique très particulier que nous connaissons, à la lumière des résultats de ce sondage. Et puis bien sûr, ensuite, nous répondrons à toutes vos questions. Je précise d'ailleurs que dans l'espace visio auquel vous êtes connectés, il y a un système de chat qui vous permet d'ores et déjà de préparer et de poser vos questions. Et je me ferai votre ambassadeur pour les poser directement à Éric et à François. Eh bien, si vous le voulez bien, nous commençons tout de suite. Et je me tourne vers vous, Éric Blanchet, président de l'ADAPT. Juste en quelques mots, même si on connaît bien l'ADAPT aujourd'hui, quelques mots pour nous rappeler l'ADAPT, cette association, son histoire, sa portée. L'ADAPT est une association qui a aujourd'hui plus de 90 ans d'existence. Ça a été la première sur le sujet de l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Une femme, Suzanne Fouché, est la créatrice, la fondatrice de cette association. Alors curieusement, l'ADAPT s'est créé autour de maladies invalidantes au départ, puisque Suzanne Fouché était elle-même concernée par le handicap par le biais de la tuberculose. Et l'ADAPT a fait le choix de créer un réseau d'établissements autour d'elle pour porter les sujets qu'elle souhaitait voir développer. Alors, on a débuté à l'ADAPT par des établissements d'éducation physique et des établissements de formation. C'est comme ça que l'ADAPT a commencé à déployer son réseau. Tout au long des années, bien évidemment, l'association a été présente sur les grands rendez-vous, les rendez-vous de la création de la sécurité sociale, des rendez-vous aussi sur les lois par exemple sur l'égalité des chances et la place des personnes handicapées. Et bien entendu, l'ADAPT a été aussi précurseur en créant la semaine pour l'emploi des personnes handicapées il y a 25 ans. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous avons choisi d'interpeller et de faire que la parole de la personne handicapée soit mise en valeur et que nous ne parlions pas à sa place? C'était extrêmement important. On est dans un monde qui veut présenter une société inclusive, qui ne l'est pas aujourd'hui encore, hein. Il reste encore pas mal de travail et aujourd'hui, bien évidemment, le fait d'être à la veille de tout ce qui va être autour de la présidentielle va nécessiter d'interroger les candidats aussi, mais ça, j'y reviendrai à la fin. Pour terminer sur l'ADAPT association a un réseau d'établissements, de services, d'actions diverses qu'elle a fait avec d'autres parties prenantes qui sont dans le monde de l'entreprise, dans le secteur aussi, bien entendu, mais bien entendu aussi avec les personnes handicapées. Donc, ce que nous vous présentons aujourd'hui, c'est évidemment les résultats de l'enquête portée par l'IFOP, mais c'est aussi la réflexion des présidents de CVS de l'ADAPT qui ont été réunis autour de ces thématiques-là pour avoir leur avis, leur ressenti, leurs problématiques. Je ne vais pas parler plus longtemps, on va pouvoir commencer directement.
En présentant les résultats de ce sondage, je précise une chose. Évidemment, vous l'avez compris, l'ADAPT est une association particulièrement engagée et nous avons tenu à faire cette conférence de presse dans un endroit qui symbolise cet engagement, qui est la recyclerie, qui est un endroit complètement orienté RSE et développement durable. Et je pense que ça n'était pas anodin de le signaler. Du coup, comme Éric Blanchet vient de vous préciser, l'idée était de donner la parole pour la première fois aux personnes en situation de handicap pour qu'elles nous donnent véritablement leur point de vue sur des tas de sujets, santé, argent, accès au pouvoir public. Et on va tout de suite avoir les résultats de ce sondage avec François Legrand, je le répète, François, est donc chef de groupe chez IFOP du département opinion et stratégie d'entreprise. François, vous pouvez nous présenter les résultats de ce sondage dès maintenant. Bonjour à tous, merci Olivier et merci Eric pour cette introduction. Alors je vais juste peut-être passer les slides. Oui, alors peut-être redire un mot avant de rentrer dans le vif du sujet sur les résultats, sur le contexte de cette étude. L'ADAPT nous a sollicité il y a quelques mois en faisant le constat que la thématique du handicap n'était pas abordée dans la campagne présidentielle et que peu de données existaient sur la place des personnes en situation de handicap et leur opinion sur tous les sujets qui font la vie dans la citoyenneté. Et on a donc décidé de mettre en place une grande enquête destinée à mesurer pour la première fois les opinions et faire un état des lieux de la situation des personnes handicapées. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec les résultats, juste quelques mots sur la méthodologie. Ce dispositif d'enquête, il a été construit sur une logique d'enquête miroir. On a interrogé un échantillon conséquent de 1026 personnes en situation de handicap. Et en parallèle, on a voulu objectiver les ressentis de ces personnes en les comparant avec les résultats obtenus auprès d'un échantillon représentatif de la population française dans son ensemble. Alors, c'est des enquêtes qui ont été réalisées par Internet à la fin du mois de décembre. Avant de présenter les résultats, un dernier point méthodologique sur la structure de l'échantillon pour les personnes en situation de handicap. Alors vous le voyez sur le plan de la répartition au niveau du genre, on a une répartition proche de celle qu'on mesure dans l'ensemble de la population française. Les tranches d'âge intermédiaires 35-49 ans et 50-64 ans sont davantage représentées. On a, vous le voyez sur les catégories socio-professionnelles, c'est une représentation plus importante des personnes sans activité, autres inactives. Et vous le voyez en termes de nature du handicap, on a une grande diversité de handicaps concernés. Une majorité de personnes, 40% concernées par une maladie invalidante, 26% un handicap moteur, 14% un handicap auditif, 15% un handicap psychique, 8% un handicap cognitif, 5% un handicap mental, 8% un multi-handicap, 4% un polyhandicap, 3% de troubles autistiques et 9% handicap visuel. Alors je vous propose à présent de rentrer dans le vif du sujet avec les résultats de cette enquête et une première partie qui était consacrée à la vie professionnelle. Alors c'est une première partie de l'enquête qui n'a été administrée qu'au sein des échantillons aux personnes en activité professionnelle, destinée à dresser un état des lieux de leur rapport au travail et de leur vie professionnelle. Alors premier constat de cette enquête, quand on interroge dans les deux échantillons, donc les personnes en situation de handicap et l'ensemble des actifs en France, les sonder sur leur satisfaction par rapport à leur vie professionnelle, et vous le voyez, très majoritairement, les personnes en situation de handicap, pour les 3/4 d'entre elles, déclarent être satisfaites de leur vie professionnelle, dont 20% qui sont même très satisfaites. On a un niveau de satisfaction qui est très comparable à celui qu'on mesure dans l'ensemble de la population active française. On est à 77%. Alors c'est un niveau de satisfaction global et on a souhaité aussi comprendre un peu plus précisément quel était le vécu professionnel au quotidien de ces actifs en situation de handicap. Et on a globalement, vous le voyez, des résultats qui sont assez positifs. Très largement, les actifs handicapés nous disent avoir le sentiment de faire un travail utile pour 84% d'entre eux, se sentir bien intégrés dans leur entreprise pour 81%, être motivés dans leur cadre de leur travail, être fiers d'appartenir à leur entreprise. Ils estiment que globalement, pour 71% d'entre eux, leur charge de travail est adaptée à leur temps de travail. Les 2/3 estiment que leur entreprise tient compte de leur handicap au niveau de l'organisation de leur poste de travail. Et sur l'ensemble de ces résultats, ou presque, on voit que globalement, le ressenti au quotidien des travailleurs en situation de handicap converge vraiment avec celui des travailleurs dits valides. Il n'y a pas d'écart important sur le vécu au quotidien. Alors ça, c'est sur le vécu au quotidien. Moi, il y a quelque chose qui m'a ensuite beaucoup interpellé dans cette enquête, c'est
on a souhaité interroger de façon plus générale ces actifs en situation de handicap sur leur rapport au travail. Et là, on voit qu'avec une question que je trouve très intéressante, qui était: si vous n'aviez pas besoin d'argent pour vivre, est-ce que vous continueriez à exercer votre travail, vous changeriez de travail ou vous arrêteriez de travailler? Dans l'ensemble de la population française, auprès des actifs de la population française, on a une majorité de personnes qui nous disent que si elles n'avaient plus besoin d'argent pour vivre, elles arrêteraient de travailler, 40%. Et quand on interroge cette fois les personnes en situation de handicap, donc en activité professionnelle, là on n'a plus la même hiérarchie, puisqu'elles nous disent en premier qu'elles continueraient à exercer leur travail pour 40% d'entre elles. Donc là on a un premier clivage entre nos deux populations qui est très intéressant et qui m'interpelle beaucoup personnellement, c'est qu'on voit que les personnes en situation de handicap, quand elles occupent un emploi, alors d'une part, elles sont motivées, elles parviennent à s'intégrer, et surtout, elles sont davantage engagées et attachées à leur travail. Alors là, on touche peut-être à la place du travail dans l'insertion dans la société, et je trouve que c'est un résultat très intéressant, puisqu'il dit vraiment l'importance de tous les efforts qui peuvent être déployés pour l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap qui font face à des barrières à l'entrée, mais une fois qu'elles accèdent à un poste, sont motivées, intégrées dans leur travail et surtout attachées à leur travail. Alors je vous propose de passer à une deuxième partie de cette enquête qui portait sur les ressources. Alors premier constat de cette enquête, sur le plan du ressenti subjectif, vous le voyez, globalement les personnes handicapées sont partagées sur le fait qu'elles arrivent à s'en sortir facilement ou difficilement avec leurs revenus. Vous avez 49% qui disent s'en sortir facilement et 51% qui disent s'en sortir difficilement. C'est une proportion assez proche de celle qu'on mesure dans l'ensemble de la population française, où on a aussi un ratio à peu près 50-50. Donc ça, c'est le ressenti subjectif par rapport au fait de s'en sortir avec ses revenus. Maintenant, quand on rentre dans des choses plus concrètes, on voit que là, par contre, il y a des écarts qui sont très importants entre les deux populations. On a souhaité interroger dans les deux échantillons les personnes sur l'expérience de renoncement liée à un manque d'argent à différentes choses, donc différents achats, différentes choses. Et donc là, on a un écart qui est très significatif entre nos deux échantillons, on comprend le renoncement qui est au cœur de la vie des personnes handicapées. 62% nous disent qu'elles ont déjà dû renoncer à aller chez le coiffeur, contre 45% dans l'ensemble de la population française. Encore plus marqué, 50% nous disent qu'elles ont déjà dû renoncer à des soins dentaires, contre 28% dans l'ensemble de la population française. Et puis des choses aussi basiques que chauffer son logement, c'est quand même 40% des personnes en situation de handicap qui nous disent qu'elles ont déjà dû renoncer à chauffer leur logement, contre un peu moins d'un quart des Français. Et je note quand même qu'un quart des personnes handicapées qu'on a interrogées nous disent qu'elles ont déjà dû se procurer des denrées alimentaires auprès d'une association comme les Restos du Cœur. Donc, en travaillant et en analysant les résultats de cette étude, ce qui nous a interpellés, on a pensé vraiment qu'il y avait le renoncement, au point qu'on pourrait presque même parler de grand renoncement, qui est vraiment au cœur de la vie des personnes en situation de handicap, qui ne peuvent pas faire des choses aussi basiques qu'aller chez le coiffeur ou aller chez le dentiste. Alors je vous propose de passer à la troisième partie de cette enquête qui portait sur le logement, avec l'expérience de difficultés en lien avec le logement. Et ça va un peu dans le sens de ce qu'on a vu sur le renoncement. On voit qu'il y a une situation économique qui est clairement dégradée pour les personnes en situation de handicap. Et de fait, on voit que la plupart des problèmes en termes de logement se concentrent sur les aspects budgétaires. Vous voyez, 49% des personnes handicapées estiment que le budget consacré aux charges constitue un problème important dans leur logement. Donc on a un écart de 6 points par rapport à l'échantillon témoin représentatif de la population française. Et puis aussi, plus d'un tiers nous disent que le budget mensuel consacré au loyer ou au remboursement du prêt constitue un problème important, contre 30% dans la population française. Donc on voit que les difficultés se concentrent vraiment en premier lieu sur les dimensions financières et budgétaires, devant les questions d'accessibilité qui sont quand même citées par un quart des personnes handicapées qui estiment que l'adaptation du logement à leur handicap est un problème important. Mais ce n'est pas l'élément le plus important, même s'il faut bien sûr souligner qu'il y a, comme vous pouvez l'imaginer, des différences assez importantes en fonction de la nature du handicap. Les personnes qu'on a interrogées, c'est 1026 personnes, bien sûr, ce n'est pas un bloc homogène, il y a des ressentis et des vécus qui sont divergents.
les personnes atteintes par des problèmes, des troubles moteurs, polyhandicap, sont bien sûr davantage concernées par les problèmes d'accessibilité liés au logement. De façon plus générale, vous le voyez, très largement, il y a un consensus au sein de la population française, partagé aussi bien par les personnes en situation de handicap que par les personnes dites valides, sur le fait que c'est difficile de trouver un logement en France pour 3/4 des personnes interrogées dans les 2 échantillons. Ça dit quelque chose aussi peut-être de la crise du logement et du fait que ce thème, lui aussi, n'est que peu abordé pour le moment dans la campagne. Alors, autre thématique abordée dans cette enquête, c'est la question de l'accès aux services publics. Et là aussi, on voit que c'est une partie sur laquelle il y a des clivages qui sont très importants entre nos 2 échantillons. Alors, premier constat qu'on fait, c'est que quand on interroge les personnes, les sondées dans les 2 échantillons sur le niveau de satisfaction associé aux services publics, on voit qu'on a un niveau de satisfaction qui est significativement plus bas pour les personnes en situation de handicap. 54% se disent satisfaites contre 63% dans l'échantillon témoin. Alors nous, à l'IFOP, quand on analyse des questions de satisfaction, on ne raisonne pas sur une logique de 50%. Nous, on estime qu'en dessous de 65% de satisfaction, on a un mauvais score. Donc là, on voit qu'on a une problématique spécifique sur la question de l'accès aux services publics. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a creusé dans le cadre de cette enquête cette question de l'accès aux services publics, et on voit que les personnes en situation de handicap sont significativement plus confrontées à des difficultés quand elles sont dans des relations avec l'administration. 67% d'entre elles, donc les 2/3 d'entre elles, nous disent avoir dû résoudre un problème avec une administration ou un service public. C'est significativement plus élevé que ce qu'on mesure dans l'ensemble de la population française. Et elles sont également significativement plus nombreuses à nous dire avoir été confrontées à des difficultés pour effectuer une démarche administrative, avec là aussi un écart qui est très important. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a davantage de problèmes et de difficultés parce que les personnes handicapées sont davantage amenées à être en contact avec des administrations et des services publics, ou est-ce qu'il y a un traitement qui est différencié entre les personnes en situation de handicap et les personnes dites valides? La question suivante et les données que je vais vous présenter apportent en partie une réponse. Alors, on a interrogé les sondés dans les 2 échantillons qui avaient été confrontés à des difficultés sur la nature des problèmes. On voit que les 2 premières raisons sont avancées en premier dans les 2 échantillons, c'est les difficultés à contacter quelqu'un et les difficultés pour faire face à des demandes répétées de pièces justificatives. Donc ça, c'est un élément problématique qui est évoqué dans les 2 échantillons. Mais on voit aussi qu'on a quand même des écarts à nouveau sur cette question de perception et de vécu entre les personnes en situation de handicap et l'échantillon témoin, qui porte sur le fait d'avoir été mal accueillis. C'est 21% des personnes qui nous le disent dans l'échantillon de personnes en situation de handicap, contre 16% dans l'échantillon témoin. Et de la même manière, les personnes en situation de handicap sont 15% à nous dire que leur dossier a été perdu, là nouveau avec un écart assez important par rapport au grand public, où on est seulement à 9%. Donc on voit qu'il y a aussi probablement une problématique de traitement qui n'est pas exactement le même pour les 2 publics. Alors, quels sont les services publics concernés par le problème? Je passe assez rapidement sur cette question, mais ce n'est pas les mêmes des 2 publics. Davantage de trésor public pour l'ensemble de la population française, davantage la CPAM et la CAF pour les personnes en situation de handicap. Alors, est-ce que les personnes en situation de handicap ont dû renoncer à effectuer une démarche administrative auprès d'un service public car elle ne pouvait être réalisée que par Internet? Pour 45% d'entre elles, oui, contre 28% dans l'échantillon témoin. Je rappelle rapidement que cette enquête a été réalisée par Internet, donc par définition, on a touché quand même des publics qui étaient plus technophiles, en tout cas habitués à Internet. Donc ça dit probablement quelque chose des problématiques d'accessibilité numérique. Le défenseur des droits a récemment alerté sur le fait qu'on avançait à marche forcée vers une digitalisation des démarches administratives. Je crois que ce résultat dit quelque chose du fait qu'il y a certainement une problématique sur le plan de la digitalisation à tout va des services publics qui, certes, permet de gagner en efficacité, mais qui ne fait que certains publics ne s'y retrouvent pas. Les personnes en situation de handicap, on le voit ici, et probablement bien sûr d'autres publics comme les personnes âgées. Alors, autre élément qu'on a souhaité aborder dans le cadre de cette enquête, c'est un sujet d'actualité, c'est la question de la santé. Alors, sur le plan de l'accès aux professionnels de santé, aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes, on voit à travers les résultats qu'il y a une problématique, bien sûr, pour obtenir un rendez-vous avec un médecin spécialiste. Problématique qu'on retrouve dans les 2 échantillons et qui témoigne probablement
des difficultés et des questions de désertification médicale en France, mais qui est majoré, on le voit dans l'échantillon des personnes en situation de handicap. 51% de ces personnes nous disent avoir déjà dû renoncer à prendre un rendez-vous avec un médecin spécialiste, 39% dans l'échantillon grand public. Donc sur le plan, à nouveau, on retrouve cette logique de renoncement auquel sont confrontées les personnes handicapées pour aussi quelque chose d'essentiel qui est de pouvoir voir un médecin. Alors heureusement, l'enquête apporte aussi des éléments qui sont positifs. Il y a aussi des éléments de convergence. Donc on l'a vu sur la vie professionnelle, des données qui sont très importantes, je crois. On le voit aussi sur le jugement par rapport à la dernière consultation, où on voit que là, les niveaux de satisfaction qu'on mesure dans les deux échantillons sont très élevés, avec très largement des personnes en situation de handicap qui nous disent qu'elles ont permis de s'exprimer, que la dernière consultation qu'ils ont suivie a été satisfaisante pour 84% d'entre eux, qu'elle leur a permis de comprendre tout ce qui les concerne et qu'elle leur a laissé suffisamment de temps pour échanger avec le médecin et bénéficier de ses conseils. Donc vraiment, sur le jugement par rapport à la dernière consultation, on a un ressenti très proche dans les deux échantillons, un résultat positif, je crois qu'il faut le souligner. Alors, dernière partie de cette enquête pour conclure, donc on l'a vu, le renoncement au cœur de la vie des personnes en situation de handicap, un vécu problématique sur le plan des relations parfois avec les administrations, les services publics. Alors, quelle est la transposition sur le plan des opinions? Quelles sont les priorités des personnes en situation de handicap pour les mois à venir? Alors, une question qu'on a l'habitude, nous, de suivre avec beaucoup d'attention et qu'on pose régulièrement dans nos enquêtes à l'IFOP, qui porte sur les sujets prioritaires pour les mois à venir. Alors, c'est une question qu'on a reconduite à nouveau et qu'on a posée aux deux échantillons. Alors, premier constat, vous le voyez, dans les deux échantillons, on retrouve un certain nombre de thèmes qui sont considérés les plus largement comme étant prioritaires dans les deux échantillons. Donc, la santé, bien sûr, la question de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme et la question de la lutte contre la délinquance, qui sont les trois premiers thèmes cités, qu'on retrouve cités de façon à peu près identique dans les deux échantillons. Globalement, là aussi, sur le plan des opinions, on voit qu'il y a quand même énormément d'éléments de convergence entre les personnes en situation de handicap et l'échantillon témoin. Donc, les personnes en situation de handicap sont avant tout des citoyens français qui sont traversés par les mêmes craintes, les mêmes espoirs. Donc on retrouve énormément d'éléments communs. Ce qui me frappe en revanche, c'est de voir que les personnes en situation de handicap accordent encore davantage d'importance à deux éléments qui sont le relèvement des salaires et du pouvoir d'achat et la lutte contre la précarité. Or, la question du pouvoir d'achat, vous le savez, elle est vraiment déjà au cœur de la pré-campagne présidentielle. C'est un sujet de préoccupation qui est extrêmement élevé dans l'ensemble de la population française. Et on voit que c'est un sujet qui est encore plus largement cité par les personnes en situation de handicap. Je crois que c'est un résultat qui dit quelque chose aussi des difficultés économiques auxquelles sont confrontées les personnes handicapées. Également, vous le voyez, la question de la sauvegarde des services publics qui est plus largement citée par les personnes en situation de handicap. Élément aussi à mettre en lien peut-être avec les difficultés auxquelles ont pu être confrontées les personnes. Alors j'aimerais conclure aussi cette présentation avec un enseignement qui m'a interpellé et que je trouve très intéressant. C'est qu'on l'a rappelé, le handicap n'est que peu présent à ce stade de la campagne présidentielle dans les programmes des candidats. Or, on a souhaité, nous, dans le cadre de cette enquête, interroger les deux échantillons sur les thèmes pour lesquels ils seraient prêts à se mobiliser à travers la participation à des mouvements de protestation. Et donc là, on voit que dans l'échantillon représentatif de la population française dans son ensemble, sur 16 causes testées, la défense du droit des personnes en situation de handicap est la deuxième cause pour laquelle les Français seraient, dans leur ensemble, pas les personnes en situation de handicap, seraient les plus largement à même de se mobiliser, 65% d'entre eux. Et je trouve ça très interpellant parce que le handicap n'est pas un thème beaucoup abordé dans la campagne. Et pourtant, on voit qu'il y a une sensibilité importante au sein de l'opinion publique à cette question qui me laisse à penser que les responsables politiques auraient probablement tout intérêt à s'en emparer. Je vous remercie. Merci François pour cette présentation très complète. Alors, Éric, beaucoup de chiffres, beaucoup d'éléments, beaucoup de sujets sur lesquels il y a convergence entre les réponses des personnes en situation de handicap et les personnes dites valides. Et puis certains sujets, normalement je voulais allumer Éric. C'est peut-être que la batterie a rendu l'âme. Et puis des sujets sur lesquels il n'y a pas convergence, où il y a au contraire des différences assez notables. Du coup, je voulais vous demander, d'une manière assez synthétique, quels sont les enseignements que vous tirez de ce grand sondage,
qui, il faut le rappeler encore une fois, est une première. Hein, François, je parle sous votre contrôle. Un sondage miroir comme ça sur ces grandes thématiques, c'était la première fois que c'était fait en France grâce à l'IFOP. Donc Éric, quels enseignements vous en tirez ? Le premier enseignement, c'est que personnes handicapées, personnes valides font société. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est valide ou handicapé qu'on réagit différemment, sur lequel on a des problèmes extrêmement qui ne convergent pas, on n'a pas des idées de préoccupation qui sont différentes. Donc quelque part, ça veut dire qu'aujourd'hui, si encore il était nécessaire de le dire, on est avant tout des hommes et des femmes valides et handicapés. C'est des situations qui sont partagées par tout un chacun. On n'est pas dans des planètes différentes, c'est la même planète et on parle des mêmes sujets. Ça, c'est la première chose. Donc c'est plutôt rassurant de se dire qu'à un moment où la société française peut s'interroger sur un certain nombre de choses, on peut dire qu'aujourd'hui, les personnes, elles, convergent sur pas mal de choses. Bien évidemment, les situations de handicap font que les personnes handicapées sont soumises à plus d'interrogations ou de difficultés. Hein. La difficulté qu'on va retrouver à peu près partout, c'est l'accès. L'accès aujourd'hui, l'accès au travail, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation. Parce qu'une fois, souvent, quand on est en place, on le voit à travers ce qui a été évoqué dans le travail, ça se passe quand même assez bien. Et alors évidemment, il y a toujours des situations individuelles qui peuvent être différentes, mais quand même, on voit qu'il y a un pas qui a été franchi. Alors, il n'est pas encore complètement gagné, mais en tout cas, il y a une véritable amélioration. Par contre, ce qui est beaucoup plus préoccupant aujourd'hui, c'est que sur l'accès à la santé, sur l'accès aux services publics, ça a été une grande surprise pour moi, l'accès aux services publics, de voir une telle différence en termes de difficultés pour les personnes handicapées, d'accès, je pense, à l'éducation aussi. On est encore loin de la société inclusive dont on entend parler tous les jours et très souvent. La notion de l'habitat, du logement est aussi une véritable question. Donc je pense que cette étude, par la voix des personnes concernées directement, valide en fin de compte le fait que la société inclusive en France, elle n'est pas encore là. Elle est même loin de l'être. Et donc, il va falloir que les candidats qui se présentent à la présidentielle tiennent compte des évolutions nécessaires pour pouvoir gagner. Dernier élément important, l'accès aux droits, bien entendu. La Convention ONU sur le droit des personnes handicapées n'est pas encore complètement appliquée en France. Il reste encore des pans entiers. Alors tout ça renvoie une image qui est une image de société en construction peut-être, mais avec un véritable risque où les gens se replient. Les gens se replient parce qu'ils sont fatigués, ils sont usés. Hein. Les personnes handicapées aussi ont traversé toutes les Covid différents et toutes les conséquences que ça a pu avoir. Et donc, on parle de grand renoncement. C'est-à-dire qu'à un moment, la société qui parle d'un côté d'inclusion, de posture d'ouverture, très bien, mais d'un autre côté, dans la vie des gens, dans la vie réelle, eh ben, il faut encore se battre pour beaucoup de choses. Et ça crée un effet qui est assez même pervers, je dirais, dans le mental des gens. C'est-à-dire quelque part, eh ben, je ne vais peut-être pas aller me soigner, je ne vais peut-être pas faire les démarches administratives, etc., etc. Un sujet qui a été évoqué par le gouvernement actuel, le sujet de l'accompagnement. Je pense qu'aujourd'hui, accompagner les personnes, c'est nécessaire, mais accompagner les acteurs qui sont dans le périmètre, c'est-à-dire les professionnels dans les services publics, dans l'éducation, dans le secteur médico-social, c'est essentiel aujourd'hui pour aller vers cette fameuse société inclusive. Alors, une fois qu'on a traité ce sujet qui est quand même grave, hein, du grand renoncement, parce qu'il est d'autant plus grave qu'en fait, il est invisible. Quand je ne vais pas à un endroit, je ne sais, enfin, l'opinion et même le politique ne sait pas que vous n'y allez pas. Donc c'est quand même un sujet, je veux dire, de préoccupation, et on y reviendra compte tenu du contexte électoral. Deuxième sujet qui est frappant et qui a bien souligné François tout à l'heure, le monde du travail. Avec une espèce de paradoxe, Eric, c'est que les personnes en situation de handicap à la fois nous disent on est très engagés, on est même prêt à travailler alors qu'on n'aurait pas forcément besoin de le faire, et à la fois qui nous disent quand même tout n'est pas rose, notamment au moment de l'embauche. Absolument.
ce qu'il faut comprendre dans la notion de travail, ça permet aux personnes handicapées d'avoir un rôle social au sein de la société, de participer au collectif du pays, de la production du pays. Et quelque part, c'est pour ça que les réactions des personnes handicapées disant « même si j'avais suffisamment d'argent, je souhaiterais continuer à travailler », parce que c'est un moyen d'exister dans le collectif, d'y participer. Et on appelle ça le rôle social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit en capacité de travailler ou de ne pas travailler, on a besoin d'avoir une existence et un rôle important. Et je crois que c'est encore plus aujourd'hui revendiqué par les personnes handicapées en termes de besoins. Et si la société n'y répond pas, eh ben, ça contribue à ce fameux grand renoncement, ce fameux repli des gens en disant de toute façon, je ne suis pas considéré, il n'y a pas de place pour moi. C'est quand même un message fort à envoyer aux recruteurs d'une certaine manière, parce qu'à un moment, ils peuvent faire preuve de frilosité, de conservatisme, en disant, malgré les lois coercitives, je ne vais pas forcément prendre quelqu'un en situation de handicap. Or, fondamentalement, quand on regarde les chiffres que nous a livrés François, au contraire, ce sont des personnes qui sont particulièrement motivées et engagées. Bien sûr, ça n'empêche pas. Après, on en revient au mot de l'accès au travail, de l'accès à l'emploi. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 500 000 personnes en capacité de travailler qui n'ont pas d'emploi. On est plutôt sur du chômage de longue durée et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est là-dessus qu'il faut apporter des solutions. Parce que ces fameuses personnes dites sans solution ou dans une impasse doivent être accompagnées d'une certaine manière pour arriver à trouver leur place dans la société, par le travail en tout cas. Donc, premier enseignement avec des divergences fortes, hein, le grand renoncement. Deuxième enseignement, la question du travail avec ce paradoxe d'un engagement fort des personnes en situation de handicap, mais de discrimination à l'embauche qui demeure. Et puis troisième enseignement quand même, et là il y a convergence, et ça, je suis sûr que vous, Eric, ça ne vous a pas surpris, mais à un moment on pouvait être un peu étonné, c'est de se dire, quand on demande aux Français qui soient en situation de handicap ou aux Français dits valides, quelles sont les grandes causes pour lesquelles vous êtes prêts à vous battre, la défense du droit des personnes handicapées arrive en premier dans les deux cas quasiment. Alors, c'est pas une surprise, hein, parce que c'est quelque chose qui avait été noté depuis de longue date. Par contre, ce qui est une surprise, c'est que ce sujet-là ne soit pas un sujet de la présidentielle aujourd'hui. Alors, ça va certainement s'ouvrir dans les semaines qui viennent, j'imagine, parce que, bien évidemment, c'est ce qui fédère le pays. Ce sont des éléments qui, comme sur les personnes âgées, les personnes handicapées, c'est ce qui fédère les gens, c'est ce qui leur donne envie d'être dans le soutien, dans l'accompagnement et puis dans la fierté. Un pays qui traite bien ses aînés, qui traite bien ses personnes handicapées, c'est un pays où il fait bon vivre. Et je pense que les personnes en charge de la politique et les futurs candidats à la présidentielle vont devoir redresser complètement avec leur QG les propositions en ce sens. Dernier élément important, tous les jours, l'argent. Comment fait-on pour vivre tous les mois, tous les jours le pouvoir d'achat, qui est un sujet qui est aujourd'hui extrêmement abordé dans la société française, mais il est abordé pour les valides et pour les handicapés, et pour les personnes handicapées. Et ce qui est important en fin de compte, c'est d'arrêter de répondre par complexité à ces questions-là, un revenu minimum, un revenu qui permet de ne pas tomber dans la précarité, qui permet d'être en autonomie, plus d'autonomie, qui permet de pouvoir payer ses factures tous les mois, c'est la moindre des choses dans notre pays. Je pense que ça aussi, c'est une réponse simple et claire qui va être attendue par rapport aux personnes. Pardon. Merci Eric. Alors, avant de prendre les questions des plusieurs dizaines de personnes qui sont connectées et qui nous suivent et qu'on remercie encore, et je rappelle que vous pouvez les poser à travers l'espace chat de cette visioconférence, un dernier point quand même, Eric, qui est comment on va aujourd'hui interpeller les politiques par rapport aux résultats de ce sondage. Qu'est-ce que l'ADAPT, qui a toujours été, et notamment sous votre présidence, une association militante, une association qui cherche à faire bouger les choses, comment aujourd'hui vous allez utiliser les résultats de ce sondage, et positifs et interpellants également, pour à un moment motiver les équipes et motiver les candidats, soit à la présidentielle ou aux législatives, pour qu'enfin ce thème de bien traiter les personnes en situation de handicap soit au centre des propositions et non plus des préoccupations. Alors,
vous savez bien qu'on ne fait rien seul. C'est impossible. Aujourd'hui, l'ADAPT, certes, est une belle association nationale, mais c'est un collectif qui doit prendre la parole sur ces sujets-là. Et le choix que nous avons fait à 4 associations par rapport à un rendez-vous qui s'appelle En débat 2022, qui va être lancé aujourd'hui. En débat 2022, je crois même que le site est en ligne depuis ce matin. Hein. Absolument, absolument. L'objectif est d'interpeller et de comprendre et de connaître quelles sont les intentions des QG et évidemment des candidats à la présidentielle. Alors, je vais demander à Thibaut de Martin après de me rejoindre, qui fait partie du collectif. Venez nous rejoindre, Thibaut. Avec nous. Thibaut est non-voyant, donc nous faisons bien attention à lui, notamment la montée sur l'estrade qui est un petit peu haut. Thibaut est un non-voyant, donc on va prendre quelques précautions pour pas qu'il se casse la figure. Thibaut, ce que je vous conseille, regardez, il y a voilà, un tabouret exactement. là. Calez-vous contre, comme ça vous donc le sentirez, je vais lui passer le micro parce que moi j'ai suffisamment parlé et je pense que c'est important que dans le collectif il y ait une autre voix que celle de l'ADAPT. Sachez en fin de compte que l'idée, c'est de permettre une connexion directe entre les personnes concernées et les politiques, pour leur poser des questions qui seront des fois extrêmement précises pour comprendre leurs intentions. Donc 10 questions ont été envoyées au QG pour que justement on puisse avoir des réponses et connaître les intentions. Thibaut, tu nous en dis un peu plus, s'il te plaît, je te passe le micro. Merci. Merci Eric, merci beaucoup. Donc effectivement, je suis ravi d'être là et merci Eric pour ton soutien dans cette démarche en débat 2022. Donc comme tu l'as dit Eric, il s'agit d'interpeller les candidates et les candidats à la présidence de la République avec des questions précises, une dizaine de questions qui découlent effectivement de l'enquête miroir qui vient d'être présentée. Donc c'est un peu la prochaine étape, le so what, qu'est-ce qu'on fait maintenant de tout ça. Donc les questions ont été partagées effectivement avec les équipes, comme l'a dit Eric. On attend bien sûr leurs réponses. Le dispositif en débat, c'est donc un collectif de 4 associations, dont l'ADAPT fait partie. Mais également on peut les citer les 4. On va les citer, tout à fait. Ouais, il y a l'ADAPT, il y a la Fédé 100% en dynamique, qui est une association de jeunes, l'association de jeunes de référence en fait, dans le champ du handicap, qui favorise l'accès aux études, l'accès à l'emploi, dont l'ADAPT est partenaire depuis sa création, depuis 10 ans, puisque la Fédé a été comme incubée, on va dire, par l'ADAPT. Je pense qu'on peut le dire, Eric. Il y a également l'APHPP, qui est l'association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées, qui est présidée par Mathieu Annereau, député suppléant et politicien en situation de handicap, politicien au bon sens du terme, hein, bien sûr. Et Mathieu Annereau et l'APHPP plaident pour une meilleure prise en compte du handicap dans les politiques publiques et une meilleure représentativité, notamment dans les conseils municipaux et dans les parlements, que les personnes soient auto-représentées dans ces instances. Ça ne vous aura pas échappé qu'on n'a pas 6% de parlementaires en situation de handicap, ou en tout cas pas encore. Voilà. Est-ce que l'Assemblée nationale paye du coup les... C'était une très bonne question, je ne sais pas. Et le 4e acteur En débat, c'est la CFPSAA, qui est en fait le collectif qui regroupe l'ensemble des associations de personnes malvoyantes et non-voyantes en France, dans lequel je suis également impliqué. Donc En débat, Eric l'a dit, en 2 mots, on va faire en sorte que le handicap soit au cœur de la campagne, que ce soit un des sujets qui compte dans la campagne, et pas que sous l'angle polémique, comme il y a un mois avec la polémique sur l'école inclusive. Si on pouvait aussi parler d'autres sujets, et avec peut-être de manière plus posée, ce serait intéressant. Donc le point d'orgue de tout ça, c'est un grand débat qui est organisé le 23 mars matin à la Maison de la Radio, en partenariat avec Radio France. Vous nous rappelez la date? Donc le 23 mars, à quelle heure? À 11h. À 11h, dans le grand hall de la Maison de la Radio? Non, à la salle panoramique, salle panoramique, 22e étage de la Maison de la Radio. Très bien. La plus belle salle de la Maison de la Radio. Donc à 11h, débat animé par Ali Badou et Laetitia Bernard, 2 journalistes de Radio France. Et Laetitia Bernard, qui est elle-même en situation de handicap, qui a écrit un livre d'ailleurs sur son parcours. Voilà, donc 23 mars, 11h, grand débat d'interpellation des candidates et des candidats. Voilà pour le point d'orgue. Et avant le 23 mars, on a le dispositif En débat. Donc il y a le site qui est live, hein, endébat2022.fr, En débat HAN hein, pour handicap. Et donc je suis présent ici avec Anthony Martin-Smith, qui est également membre du collectif En débat comme moi,
Et Anthony va venir faire les vidéos QG, on appelle. Donc on va commencer à faire ces vidéos dès la semaine prochaine. Donc c'est l'idée des vidéos QG, c'est très simple. C'est d'aller tourner pendant 10-15 minutes au cœur des QG de campagne les candidats et candidates en personne. Là, l'idée vraiment de ces vidéos, c'est d'aller avoir la parole du candidat ou de la candidate sur les thématiques qui sont les 10 thématiques que Eric a évoquées, qu'on ait vraiment l'engagement du candidat ou de la candidate directement. Et on peut féliciter Anthony et ses équipes parce que je crois qu'il a beaucoup contribué à la mise en ligne dès ce matin du site internet En Débat avec les 10 questions. Un petit mot quand même sur les 10 questions on va les découvrir sur le site, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les 10 questions viennent en grande partie du questionnaire. On va retrouver les grandes thématiques. Elles vont être assez précises parce que, bien évidemment, ce que les personnes attendent, par exemple, sur le revenu, par exemple, c'est d'avoir un peu la vision précise. Et la vision précise du revenu, c'est combien ? Voilà, être aussi simple que ça. On remerciera aussi handicap.fr qui ont accompagné notre démarche et qui la soutiennent. C'est aussi important d'être dans un dispositif ouvert. Ce que l'on fait ensemble, c'est pour la cause, donc il n'y a pas de propriété de nos associations. C'est à disposition de la société civile et évidemment du secteur. Ça, c'est une démarche importante qu'on a souhaitée. On n'est pas porteur et propriétaire de quoi que ce soit. On participe comme les autres démarches des collectifs handicap, du CNCPH, qui aussi interpellent les candidats. Tout ça se complète avec des clés d'entrée assez différentes. Et ça, c'est très important pour qu'on ait les meilleures réponses des candidats et du candidat ou de la candidate qui sera élu à la présidence de la République. Alors, comme on avait promis de prendre quelques questions, je vous en donne 2 principales qui reviennent un petit peu en boucle. On parle beaucoup de la présidentielle, mais la protection du droit des personnes en situation de handicap se joue aussi sur le terrain, en proximité. Et après la présidentielle, on a les législatives. Est-ce que votre initiative En Débat va déborder du seul cadre de la présidentielle et quelque part interpeller aussi les candidats aux législatives pour qu'ils se mobilisent sur le terrain ? Bien sûr, c'est un début. C'est un début. Il y aura une suite avec législative. Après, c'est important parce que ce qu'on attend d'un président de la République, c'est un projet de société. Et les personnes handicapées, nous avons besoin, nous sommes tous en situation de handicap avec des connotations différentes, mais nous avons besoin de savoir si la personne qui va être élue, qui va être choisie par la société civile, va intégrer, va prendre le sujet du handicap vers une société inclusive, comme on dit aujourd'hui, mais non pas dans la volonté philosophique, mais dans la réalité de l'action au quotidien, pour les gens, c'est important. On considère que globalement, entre les personnes en situation de handicap et puis leurs proches, leurs familles, les gens qui les accompagnent, ça touche combien de personnes globalement dans la population française pour qu'on réalise bien ? Thibaut, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 20 millions à peu près de personnes. 12 millions directs et 10 millions indirects. Ouais. Un peu plus de 20 millions, 22 millions. Pourquoi je vous pose la question ? Parce qu'on a une question qui n'est pas inintéressante. Liée à la présidentielle et aux législatives, nous allons avoir un nouveau gouvernement. À chaque fois, sur la question du handicap, on a un secrétaire ou une secrétaire d'État. Est-ce qu'il ne serait pas temps un jour qu'on ait un véritable ministre du handicap ? Bien sûr, comme à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, qu'il n'y ait pas des lieux où on regroupe toutes les personnes handicapées et puis des lieux où il y en a très peu. Hein. À un moment, les sujets ont été aussi sur l'égalité homme-femme. Hein. C'est pareil, la diversité, la représentation de la diversité. Évidemment, pour le handicap, si la personne est compétente, qu'elle ne soit pas obligatoirement en charge du handicap et qu'elle soit sur d'autres thématiques, mais sur lesquelles il y a une prise en compte aussi de ces situations-là. D'accord. Mais la question, en fait, indirecte, c'était un ministre de plein droit, parce qu'on a toujours l'impression que quand c'est un secrétaire d'État, à un moment, ça va être un sujet, entre guillemets, un peu secondaire. Est-ce qu'il n'est pas temps, enfin, en France, qu'on ait un ministre pleinement chargé de cette problématique ? Tout à fait, mais ça sera une illustration, en fin de compte, de la politique que le président de la République avec le Premier ministre vont... C'est un indicateur important pour savoir quel regard ils auront sur la société de demain. Dernière grande question qui là aussi tourne un peu en boucle, hein, des personnes connectées. Comment vous expliquez ce phénomène, en d'autres termes, le fait qu'à travers ce sondage IFOP, à travers votre combat, le combat de vos associations, vous savez que c'est un problème majeur. Comment vous expliquez le fait qu'aujourd'hui, les écuries, heureusement, elles vont être interpellées par En Débat, ne se saisissent pas d'un sujet
majeur pour des millions, voire des dizaines de millions de gens dans notre pays. Comment vous l'expliquez ? Je te passe le micro après. Moi, je vais donner mon interprétation de ça. On pense que faire vivre le handicap dans la société française, avec l'organisation en France du millefeuille, c'est très compliqué. Et donc, quand une décision est prise à un endroit, rien ne dit qu'elle va être appliquée réellement sur le terrain complètement et qu'il y aura des changements dans la vie des gens. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on demande, la seule chose qu'on demande, c'est que la vie des gens s'améliore. C'est ça, en fin de compte, pour les personnes handicapées. Alors, quand on parle d'habitat inclusif, quand on parle d'accès aux droits, tout ça, c'est très théorique. Ce qui va être important, c'est comment est-ce que ça descend sur le terrain et comment ça améliore la vie des gens. C'est ça l'indicateur et l'évaluation qu'on fera tout au long du prochain mandat. Thibault. Ce que je crois, mais j'espère bien que ça va changer progressivement, c'est que la question du handicap, bien qu'elle concerne un tiers de la population, comme on l'a évoqué, soit directement, soit indirectement via les aidants ou les familles, reste un sujet compliqué pour les équipes de campagne et pour les candidates et les candidats, un sujet touchy, si je puis dire, parce qu'il y a une grande diversité de situations de handicap, il y a des besoins qui sont très différents, on va dire, il y a autant de situations de handicap que de personnes handicapées, et je pense que pour les équipes de campagne, qui doivent traiter des tas de sujets, c'est compliqué d'être vraiment précis sur le sujet, ou en tout cas, plus on monte dans l'organigramme des équipes de campagne, plus le sujet devient un peu évasif et difficile à cerner. Donc, un des objectifs dans le débat, c'est faire en sorte comme vous l'avez compris, d'avoir la parole du candidat ou de la candidate, l'engagement du candidat ou de la candidate, et pas juste une carte blanche, forcément pas avoir vraiment un suivi derrière dans l'engagement qui sera pris. Ça peut passer par un ministre de plein droit ou une ministre de plein droit en charge du handicap. On verra, mais je crois que le sujet est encore assez mal maîtrisé. On a très peu de parlementaires qui sont capables de parler de handicap aujourd'hui, tous partis confondus. Et l'objectif, c'est clairement de faire en sorte que les équipes de campagne se saisissent du sujet et pas uniquement les experts, entre guillemets, handicap. Donc on va essayer d'y contribuer modestement avec en débat 2022. Éric, vous vouliez rajouter quelque chose ? Alors, on est sur une situation inédite. Le scandale concernant les EHPAD aujourd'hui fait qu'en fin de compte, on se réinterroge sur l'accompagnement des personnes vieillissantes qui sont aussi, elles, touchées par le handicap d'une autre manière. Je pense qu'il faut peut-être revisiter un peu l'accompagnement et des personnes handicapées et des personnes vieillissantes, tout en tenant compte des spécificités, parce qu'on ne peut pas tout mélanger non plus. Néanmoins, il y a quelque chose à réinventer ou à affirmer sur le logement de ces personnes. Parce que l'habitat inclusif, comme on dit aujourd'hui, le logement inclusif, est quelque chose qui est attendu, demandé, avec de l'accompagnement intergénérationnel par les différentes personnes qui aujourd'hui sont des fois dans des habitats qui ne sont pas assez adaptés par rapport à la vie qu'ils mènent. Un dernier point avant de rappeler le grand débat qui aura lieu à la Maison de la Radio. Pour en débat, Éric, Thibault, je vous le pose, c'est une question évidemment d'actualité mais polémique un petit peu. On avait cru comprendre que dans les déclarations de notre président et de son gouvernement, le sujet des personnes en situation de handicap devait être un sujet majeur du quinquennat. Aujourd'hui, on arrive au terme de ces 5 ans. Quel est le bilan que vous tirez de ces 5 années ? Est-ce que la situation s'est véritablement améliorée pour ces millions de gens en situation de handicap ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, il y a eu des points d'amélioration, certes. Il y a eu quand même, par exemple, je vais prendre un exemple assez précis, sur les personnes qui étaient en tutelle ou en curatelle, un accès à une autonomie nouvelle qui leur permet d'être un peu plus maîtres dans leur vie. Par contre, la Convention du droit sur l'ONU n'est toujours pas appliquée en France complètement. Et ça, je pense que c'est un acte majeur pour les personnes concernées. C'est aussi, ça fait partie aussi de la vitrine française. Après, il y a tout un chemin pour accompagner les professionnels vers peut-être une évolution forte du secteur médico-social qui aujourd'hui est en charge des personnes handicapées.
Quand on parle d'accompagnement, ça veut dire être à côté des personnes tout en leur laissant leur libre arbitre. C'est ça qui est important. Alors on appelle ça empowerment, on va appeler ça autodétermination, mais ça ne s'invente pas. On ne peut pas mettre les acteurs que sont les professionnels en difficulté s'ils n'ont pas été formés eux-mêmes ou accompagnés. Et nos associations doivent porter ce message-là comme un message d'évolution du secteur pour demain. Thibaut. Oui, c'est un petit peu la même opinion que Eric. On a des avancées. Le fait d'avoir depuis 2017 un secrétaire d'État, ou une secrétaire d'État en l'occurrence, rattaché directement au Premier ministre, donc transversal, ça c'est une avancée. Et surtout que ce secrétaire d'État ne soit plus rattaché au ministère de la Santé, c'est très symbolique et vraiment très important. Autre avancée, peut-être un peu plus anecdotique, mais je trouve intéressante, c'est par exemple la PCH parentalité. Donc c'est une prestation d'allocation pour les parents en situation de handicap. Donc on a avancé sur des sujets très importants, me semble-t-il. Mais comme Eric, je dirais qu'il y a encore de gros efforts à faire pour construire une véritable société inclusive. On veut effectivement une école inclusive, un milieu de l'emploi ouvert et inclusif, mais parfois il faut penser à mettre plus de moyens sur la table, notamment pour l'école inclusive et pour la prise en charge de handicap spécifiques. En l'occurrence, la déficience visuelle, je parle de ce que je connais le mieux, mais c'est vrai pour d'autres situations de handicap. Et enfin, je partage complètement l'avis d'Éric Blanchet sur la nécessité de mettre en place pleinement la Convention des Nations Unies en France, avec effectivement un monde du handicap qui est encore pas suffisamment, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, pas suffisamment ouvert sur la société, avec cet enjeu majeur de la désinstitutionnalisation et mieux écouter la parole des personnes en situation de handicap et mettre en place leur propre choix de vie. Il y a une toute dernière question qui vient nous arriver, qui est là encore assez intéressante. Est-ce que pour améliorer cette meilleure compréhension, notamment de notre sphère politique, du sujet du handicap, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un travail de formation auprès des élus? Un journaliste nous pose cette question qui me paraît assez pertinente. Alors, la formation, ça fait partie de l'accompagnement. On parle beaucoup d'accompagnement des personnes elles-mêmes, mais je ne parle plus, moi, d'accompagnement des personnes elles-mêmes, qui est une évidence, qu'il faut continuer à faire progresser. C'est l'environnement qu'il faut accompagner, qu'il faut former. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne cherche pas à faire des experts, ça n'a pas de sens. Par contre, il est nécessaire aujourd'hui que le sujet devienne un sujet lambda qui soit maîtrisé par tout un chacun. Et surtout l'objectif, qu'est-ce que l'on veut faire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accompagnement est un outil, la formation est aussi un outil, mais pour aller vers où? Et c'est là où on attend en fin de compte les candidats à la présidence de la République. Quelle vision ils ont de la société de demain? Ce n'est pas une société sur le handicap, c'est la société française et comment le handicap va exister à l'intérieur de cette société et comment les valides et les personnes handicapées vont pouvoir vivre ensemble égaux et différents, tout simplement. Merci Eric, c'est quasiment le mot de la fin. Alors je précise bien sûr que dans les minutes qui viennent, où toutes les personnes connectées vont recevoir le communiqué de presse et les résultats détaillés du sondage que François nous a présenté tout à l'heure. Donc vous aurez tous ces chiffres-là, bien sûr. Et puis on rappelle quand même l'initiative lancée aujourd'hui, depuis ce matin, sur un site internet, l'initiative En Débat. Vous nous rappelez, Eric, le 23 mars, grand rendez-vous, à la 23 mars, Maison 11h, Maison de la Radio, un débat animé notamment par Ali Badou et puis par une journaliste elle-même, Laetitia Bernard, journaliste en situation de handicap, un grand débat qui permettra d'interpeller les candidats, mais En Débat ira les interpeller directement à leur QG de campagne à travers des vidéos que vous retrouverez évidemment sur le site d'En Débat et relayées par les 4 associations membres, dont évidemment l'ADAPT. On va remercier très chaleureusement François Legrand de l'IFOP de nous avoir présenté ce sondage passionnant et encore une fois une première. On remercie évidemment Éric Blanchet, président de l'ADAPT, d'avoir été là et d'avoir tiré les enseignements de ce sondage. Et puis on remercie beaucoup Thibaut d'avoir été là aussi avec Anthony pour nous présenter En Débat. Et donc voilà, l'initiative est lancée. Nous espérons tous, toutes et tous ici, que les candidats vont se saisir du sujet et vont l'inclure dans leurs propositions. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. Encore une fois, vous étiez très nombreux à être connectés. Donc merci 1000 fois. Et en tout cas, vous recevrez dans quelques minutes tous les résultats de ce sondage. Passez une excellente journée. Au revoir.